n'attendrai pas. Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gay. Après les mots fermeture ou annulation, c'est le retour depuis lundi d'un mot, réouverture. Aujourd'hui, c'était donc le grand jour pour les plages, notamment de Bretagne. Première balade, première baignade pour les plus audacieux. Morgane Euclin-Refait s'est rendue sur la plage du Moulin Blanc à Brest dans le Finistère. Et ce qu'il en ressort, c'est que ça fait du bien. Je prends des photos, ça fait vraiment du bien de revenir là et voir la plage. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Il y a du soleil en plus. L'atmosphère, profiter de la vue ou du bruit des vagues. Et puis voir ma petite puce qui s'amuse dans l'insouciance. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça. C'est un petit caillou? Oui. T'es contente d'être à la plage? Oui. Ça fait beaucoup de bien. Après, nous, on venait quand même tous les jours au bord de l'eau, regarder la mer. Mais oui, les enfants tout de suite se sont mis pieds nus, on a couru. Voilà. La seule différence, c'est qu'on va pas près des gens, quoi. Comment c'est du coup ce retour à la plage? Très bien. Ouais, ça m'avait manqué. Et dans un autre registre, le sanctuaire de Lourdes rouvrira partiellement ses portes samedi pour les pèlerins individuels et de proximité d'Île-Lourdes par groupe de 10 maximum. Ils devront porter des masques et ne pourront rester à l'intérieur que 30 minutes. L'accès à la grotte où Bernadette Soubirous a eu ses apparitions en 1858 restera, lui, interdit. Petite sortie pour Emmanuel Macron cet après-midi dans le 8e arrondissement de Paris. À pied, le chef de l'État s'est rendu de l'Élysée à la place Beauvau au ministère de l'Intérieur pour assister à une réunion qui va faire le point après les 3 premiers jours de déconfinement avec les préfets, mais aussi les agences régionales de santé. Mais déjà, lors du Conseil des ministres ce matin, il a été clair, ça se passe bien, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Emmanuel Macron qui a donné les échéances à venir, la première étant celle du 2 juin. Le déconfinement pourrait évoluer en fonction de l'évolution de l'épidémie, mais ce sera après le week-end de la Pentecôte. Le deuxième, c'est l'été et les déplacements sur le territoire ou à l'étranger. Emmanuel Macron plaide pour une coordination européenne. La troisième possible échéance, un reconfinement si la situation venait à se dégrader. On rouvre donc les plages, mais pas les parcs et jardins à Paris, comme le demande Anne Hidalgo depuis lundi. C'est inopportun compte tenu de la vivacité de la circulation du virus en Île-de-France. Parmi les annonces également à retenir du Conseil des ministres aujourd'hui, la fête du 14 juillet, la nation rendra hommage à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le coronavirus dans tous les domaines d'activité. Enfin, quant à la prime aux soignants et au personnel non médical des hôpitaux, elle sera versée sur les payes de mai ou de juin. Le décret est sur le point d'être signé. A contrario, 103 000 soignants libéraux demandent, eux, l'aide financière de l'assurance maladie pour compenser la perte d'activité, toutes professions confondues. Selon le patron de la Sécu, le montant des versements pourrait dépasser les 400 millions d'euros. Parce qu'il y a ce qui est demandé pour fin avril, mais il y a aussi ce qui sera demandé pour le mois de mai, le déconfinement n'ayant commencé que le 11 mai. Depuis lundi donc, les voitures sont à nouveau de sortie. Vous en êtes sans doute rendu compte avec le retour sur les lieux de travail pour certains, ce qui donne lieu à des embouteillages, mais pas forcément sur la route, mais plutôt dans les centres techniques de contrôle. À Marseille, ils sont pris par exemple d'assaut, tout simplement parce qu'ils étaient fermés pendant 2 mois, d'où des choix faits par ces centres. Priorité est donnée aux professions médicales ou liées à la sécurité. Olivier Martoc. Laurent Decagne, le responsable du centre d'ECRA du quartier populaire de Saint-Barnabé, n'a pas levé le pied depuis lundi matin, 7h30. C'est un truc de fou, ils s'affolent tous. Et nous, on subit les conséquences. Donc, l'employé, hier soir, il était blanc comme le linge, il a travaillé non-stop. Il se fait des heures supplémentaires, mais bon, on comprend sur les 3 mois qu'il n'a pas travaillé. À l'agenda, à aujourd'hui, je suis rempli jusqu'à vendredi prochain. Mais en priorité, on a mis les ambulances et les médecins. Donc comme là, le monsieur, là, c'est un infirmier. Il n'y avait pas de rendez-vous, j'ai l'enquille entre 2 garages. J'ai trouvé la place. L'infirmier en question attend anxieux devant le banc de freinage sur lequel passe son véhicule. Mon contrôle technique était longuement dépassé. Vu le déconfinement maintenant, il a fallu que je m'adapte pour éviter un contrôle de police. Et c'est vital pour moi. Je ne peux pas faire mes tournées si je n'ai pas de véhicule. Je devais le faire au tout début de la crise. Les centres techniques étaient fermés. Le déconfinement a eu lieu lundi, je suis venu mercredi. Il m'a pris en considération, vu ma profession, mon manque de disponibilité, il m'a fait passer en premier. Il n'y a pas trop de dissymétrie, on est bon, la voiture est correcte. Ouf de soulagement pour cet infirmier qui repartira du centre avec son précieux macaron. Marseille, Olivier Martoc,
France Inter. À l'étranger, Washington accuse ce soir la Chine de tenter de pirater la recherche sur un vaccin. Et si c'était la perle rare pour désinfecter l'ensemble des lieux qui ont rouvert, des toiles capables de détruire le coronavirus? C'est très sérieux. À la Tour du Pin en Isère, un fabricant de textiles techniques, Serge Ferrari, a développé un matériau capable donc de réduire la charge virale du coronavirus à 95% après un quart d'heure de contact. Les explications de Céline Loiseau. Pour cette membrane présentée comme tueuse de coronavirus, une équipe d'une dizaine de personnes a été mobilisée pendant un mois. Des ingénieurs qui ont intégré dans la toile des particules d'argent aux propriétés antivirales. Sébastien Barry, le porte-parole de ce projet, est devant une rambarde d'escalier. Et si jamais j'ai déposé le virus de la famille des coronavirus, 15 minutes après, 95% des virus seront détruits et 99,5% après 60 minutes. Ces résultats, ce sont ceux obtenus après un mois de tests, des tests effectués par Virelf, un laboratoire lyonnais indépendant. Mais Sébastien Barry le prévient. Notre solution ne se substitue pas à tout autre geste barrière ou toute autre précaution. C'est une sécurité supplémentaire pour limiter la propagation du virus dans les lieux publics. Et après, si on n'a pas effectivement l'occasion de passer régulièrement pour nettoyer, ça apporte une sécurité supplémentaire. Serge Ferrari vient de fournir en matière première une entreprise lyonnaise qui compte créer très vite des protections, notamment pour des commerces. Mais ça peut être adapté pour les transports en commun, les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, les écoles. Pour recouvrir les bureaux, les chaises, les poignées de porte, il faut environ 60 mètres carrés pour une classe de 25 élèves. Quant au coût, Serge Ferrari n'avance aucun chiffre. La durée de vie de la membrane est pour l'instant estimée à plusieurs semaines, mais les équipes vont travailler à l'améliorer. Céline Loiseau de France Bleu Isère. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Cette semaine sur France Inter, c'est enfin le retour de Very Good Trip en direct. 21h, Mishka Assayas. Au programme, des sons neufs, hip-hop et funky pour célébrer le début de notre délivrance. On va aussi fêter une musicienne hors pair, Fiona Apple, pianiste, chanteuse, inventeuse aussi, de retour après une longue absence. Very Good Trip, le voyage musical de France Inter. Du lundi au jeudi à partir de 21h. Et tous les épisodes en podcast sur franceinter.fr. Et sur France Inter, c'est leur heure à eux, parce qu'ils sont comme ça. Ils vous donnent rendez-vous tous les jours à la même heure. Bonsoir, Charline Vanhoenacker. Ouais. Oui, pas loin de 17h08. C'est ça que vous vouliez me faire dire, Laetitia Gaillet? Oh, j'osais à peine. Et bien sûr, oui, c'est carré, hein, c'est la radio, c'est les trains qui arrivent à l'heure, hein, maintenant qu'on doit avoir de plus en plus de trains. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, vous êtes parés pour le départ? Allez, par Jupidémie, c'est parti. Allons-y. 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô, les amis, vous êtes là? Oui, on est là. Oui, on est présents. Oui. C'est la fête! Voilà, qu'est-ce qui se passe encore? Juliette? Salut Charline! Attends, Juliette, c'est la conf là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je fête le déconfinement. Il est temps, j'ai apporté le chardonnay. Attends, Juliette, je sais que t'adores les apéros Skype, mais là il est 8h30 du matin, hein, du chardonnay, sérieusement? Y a pas d'heure pour le chardonnay, regarde en plus. J'ai fait un trou dans mon masque pour pouvoir boire plus facilement. C'est bonne idée. Ah oui, c'est malin c'est bonne idée. Ouais. Bah ouais, puis mettre un masque chez soi aussi, c'est très malin, oui ça. Des fois que le chat te refilerait le Covid. Oui. Là Covid, on dit la Covid. Attention, en ce moment, je suis très à cheval sur les règles de grammaire. Oui, alors c'est le tigre qu'il faut enfourcher, pas le cheval. Non, c'est déjà n'importe quoi ce déconfinement là. Bon, sinon, concernant l'émission du jour. Alors ça, je peux vous dire que c'est n'importe quoi. Aïe, ça sent l'anecdote ça. Hier, j'allais tranquille au canal Saint-Martin. Oh non, là, ça y est, je la vois arriver là. Non, tu vas être très surprise. Ils m'ont viré avec mes potes. Ah oui, et ils t'ont demandé de jeter l'alcool. Ben oui. Et comment tu sais? C'est toi qui m'as dénoncé? Mais non, mais c'est pas contre toi. Ils essaient de faire attention avec les gens dans la rue, c'est tout. Voilà. Mais d'accord. Oui. Mais alors c'est toi qu'il faut interdire. Quoi? Toi, tu maltraites les gens dans la rue. Bien joué. Un point pour Juliette. Ah, génial. Et pour fêter ça... Non. Pour fêter ça ce soir, je mets ma tournée au Macumba. Ah, cool. Non, mais attends, mais qu'est-ce que t'as pas compris dans le plan de déconfinement, là, Juliette? Ah ben pardon, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si on peut rien faire, c'est qu'on est toujours confiné. Alors faut pas nous mentir. Ah, 2 points pour Juliette. Ouais, c'est pas faux. Oui. Allez hop, 2 tournées au Macumba ce soir. Merci, bisous, merci. Oh là. 3 points pour Juliette. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, même à ceux qui sont à plus de 100 km à vol d'oiseau.
Vous écoutez l'émission où, face à la crise de l'actualité, l'entreprise de la rigolade doit se battre pour retrouver son niveau d'activité. Et voici la citation du jour. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents médecins infectiologues. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Si les pages des grands classiques de la littérature ont un petit peu jauni, vous leur rendez une blancheur juvénile en les relisant. Enfin, blancheur n'est peut-être pas le mot idoine pour parler de Nana, mais faisons fi des clichés, parce que alors sinon les clichés sur Émile Zola... Alors, c'est des pauvres? Pourquoi c'est des pauvres alors? J'aime pas les pauvres. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Vous avez arpenté les rues ce matin pour savoir ce que les gens disent de la gestion de crise par le gouvernement. Est-ce qu'ils râlent ou pas les gens? Oh là là, quel suspense. Ils sont comme ça, les gens sont comme ça, la vie est comme ça, tout est moche. Et bonjour Thomas Croisière. Et bonjour Charline, le temps passe tellement vite que je m'étais même pas rendu compte qu'on était déjà en automne. Ah, chez vous, au Cap Ferret peut-être, mais ailleurs. Vous assurez la programmation cinématographique des enfants de la nation. Vos choix sont très éclectiques. Hier, Rocky 2. Aujourd'hui, Mes voisins les Yamada, le film d'animation du réalisateur japonais Isao Takahata. Film sorti en 99. Et c'est beaucoup plus amusant d'observer le voisinage à Tokyo. C'est quand même notre spécialité, rien que moi. Je suis brouillé avec la moitié de mes voisins qui eux-mêmes sont brouillés avec la moitié des leurs. Il reste plus grand monde qui s'entend à Meudon, je te le dis. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline, quelle joie de vous retrouver avec toute cette équipe qui a obtenu 2 T dans Télérama pour Par Jupidémie. Ah, faut quand même le dire. La classe. Alors, d'abord, je vous présente celui, sans doute sans qui nous l'aurions eu, ce 3e T. Salut Émeric Lompré. Bonjour, désolé. Ouais. Ah, on vous en veut pas, c'est pour ça qu'on vous aime. Nous entendrons également celle qui va nous organiser un thé philo tout à l'heure, c'est Isabelle Sorante. Ajoutez à cela un dessin enchanté, des exercices au débeauté, un journal déjanté, et ben on les a les 3 T. Oui. En plus, il est 17h. C'est pile l'heure du thé. Oh non, je vais bam bam bam. On l'a récupéré ou pas? Alex Vizorek, Par Jupidémie. Ça fait un 3e P dans Pif Gadget Magazine, ça je suis sûre. Je peux bien le faire. Allez, nous sommes en l'an 0 et 2 jours après le 11 mai, le nouveau Jésus-Christ. Aujourd'hui aurait dû s'ouvrir le festival de Cannes. Ah oui. Ça va nous manquer, parce qu'on va pas pouvoir en avoir rien à foutre cette année. Encore un sujet de moquerie en moins, et allez. Et des dizaines de kilomètres de tapis rouge qui ne seront pas jetés à la poubelle cette année. Le tapis rouge, vous savez, il est changé tous les jours pendant la quinzaine. Et en plus, la quinzaine, c'est devenu ringard, c'est la 14aine qui est à la mode maintenant. La taille du rouleau de tapis rouge, quoi. C'est bien simple, si tu commences à le dérouler à Paris, il arrive jusqu'à Douai. Pour qu'Émeric Lompré puisse s'essuyer les pieds dessus. Allons-y, Émeric Lompré. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oui, j'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, allez, je suis rentré à Lille, là. Et ça va, ça roulait bien. Alors, parlez-moi un petit peu de vous, là. Parlez-moi un petit peu de vous. Bah, ça va. Bah, tu viens au Cap Ferret bientôt? Ouais. T'as écrit ta chronique, vraiment ou... Allez, on fait pas les timides, la Guigui, Charline. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pour que la chronique, elle soit plus longue, comme ça j'ai plus de droits d'auteur. Parce que... Non, mais j'ai besoin d'argent, c'est l'anniversaire de mon ex. Enfin, je sais pas quand est-ce que c'est exactement, mais l'année dernière, je me souviens qu'il commençait à faire chaud. Et je veux lui offrir un cadeau. Voilà. Alors si tu m'écoutes, Pépette, je t'aime, reviens, j'ai changé. En tout cas, je suis content de retrouver mon appartement, j'étais un petit peu stressé. Je me disais qu'il allait y avoir de la poussière, de la moisissure, une odeur nauséabonde. Ça faisait 2 mois que j'avais pas foutu les pieds dedans. Et je parle de mon appart, pas de mon ex. Reviens, Pépette, j'ai changé. L'alcool, c'est terminé. Je me suis mis à la cuisine. Ce midi, j'ai cuisiné un coq au vin. Je pense plus du tout à ma carrière, Pépette. Regarde dans quelle émission je suis. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Et en plus, je sais qu'elle écoute France Inter parce qu'elle adore Guillaume Meurice. Elle l'adore. Tu m'étonnes qu'elle soit partie. Si elle aime les maigrichons, j'ai aucune chance. Bon, ça fait combien de temps, là, que je suis en train de parler? Ouais, c'est pas assez. Faut que je continue parce que là, j'ai envie de lui offrir le nouveau Dyson. Il coûte cher, mais il aspire bien. Bah tu le mets à côté de Pépette, tu sais même pas qui est l'aspirateur, qui est la femme. Je déconne, Pépette, reviens, je t'aime, j'ai changé. Et vous savez qu'un chat, ça peut pas vivre 2 mois en autonomie?
C'est pour ça que j'avais du mal à ouvrir la porte. Tu sais, j'étais là, attends, j'ai quand même pas acheté un boudin de porte avant de partir. Et en fait, pas du tout, c'était Chétan, le cadavre de mon chat qui bloquait. Bah, du coup, j'ai plus de chat, mais j'ai un boudin de porte. Reviens, Pépette, il y a plus de courant d'air. Alors, ça fait combien de temps, là? Bah, ça n'avance pas. Bon, alors ça tombe bien parce que je vous ai écrit une petite chanson pour mon ex. Je vais vous la faire si ça vous dit. Je vous préviens, elle est pas finie. Hein. Si on a le je parle temps, de la là. chanson, hein. Je déconne, Pépette, reviens, j'ai changé. Musique maestro. Reviens, Pépette, vers moi. Moi, j'ai changé de comportement. Il y a même une fois où j'ai applaudi les soignants. Et je te promets que... Voilà. Alors, je vous avais prévenu, elle est pas finie, hein. Bon, je pense qu'on doit être bon sur le timing, je voudrais pas risquer le burn-out non plus. En plus, après, il y a plein de chroniques intéressantes à écouter dans l'émission. Il y a... il y a le téléphone sonne à 18h. Et ça, c'est une super émission. En plus, Fabienne, je vous cache pas que je l'adore parce qu'elle a d'énormes loges. Et non, je déconne, Pépette. Reviens, j'ai changé. Prenez soin de vous. Merci Émeric Lomprey. Et c'est tellement élégant de votre part de ne pas dire que vous donnez tous vos droits d'auteur à l'hôpital public. C'est vraiment magnifique. Merci Émeric Lomprey. Rentrez à Lille, donc. C'est en zone rouge ou verte, Lille? Ça dépend de quoi on parle, mais... Ah bah je vois que vous êtes au courant. En fait, un jour sur deux, c'est rouge ou vert. Enfin, je sais pas, on sait pas trop. Ouais. On va vérifier. Bon, il est tellement bon le titre qu'on va écouter maintenant que je dirais allez-y, sniffez-le à fond par les oreilles. Put your loving hand out, baby. I'm begging. C'était Frankie Valli and the Four Seasons. Et aucun d'entre vous n'a dit
Comme la pizza. Alors que je vais dire faux. J'ai hésité à dire comme Vivaldi. Ça, je vois que... Ah, très bien. Oui, c'est pour ça qu'on a doté. Voilà. Bien là, sûr. on s'améliore. Là, on est sur des bonnes bases. Le Festival international de la Brève est donc maintenu. Oui. Mais c'est une chance que je sois pas dans le jury. Hein. Allez, on y va. L'impératif, c'est de faire en sorte que le circus virule... Le virus. Le journal de presque 17h17. Attention, vous vous êtes trompé. Bon, allez, ça va pour cette fois, circulez, allez, là. Et on commence par les titres. Selon un sondage IFOP, la popularité d'Édouard Philippe continue de grimper. Et pourtant, le type a retenu tout le monde en captivité pendant 2 mois. L'illustration parfaite du syndrome de Stockholm. Des députés La République En Marche veulent autoriser les Français à offrir des jours de congé aux soignants. Quel génie! Les députés La République En Marche, quand il y a un accident de voiture, ils vont autoriser les témoins à payer les réparations pour le conducteur en tort. Et les brèves? Eh ben, moi, pour soutenir les soignants, je vais leur offrir un maximum de brèves. Et je pense qu'ils vont finir par m'applaudir à 20h. Et commençons par une jolie information, je pense. Oui, Stevie Wonder fête aujourd'hui ses 70 ans. 70 ans, ouais, c'est fou. Et je veux pas m'avancer, je pense qu'il les a pas vus passer, ces années, Stevie. Oh la vache. Eh oui, vous l'attendiez et elle est arrivée. La députée LREM Laetitia Avia a été accusée de racisme, de sexisme et d'homophobie par d'ex-collaborateurs. Eh ben, Avia a avoir des problèmes. C'est brillant. Petit jeu de mots. C'est brillant. Elle aurait, par exemple, déclaré à un ex-salarié d'origine asiatique, je cite, « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac ». Ouais. Bah oui, il va falloir demander à Isabelle Balkany si Grindry, il maîtrise Mac, lui. Parce que... Économie maintenant. Encore une fois, le FMI ne va pas monter ses prévisions. Eh ben, faut quand même le dire, depuis que DSK est parti, le FMI ne monte plus grand-chose, hein. International toujours, pour maintenir la distance entre les élèves, des enfants danois ont repris l'école dans un stade de foot. Et c'est une excellente idée pour apprendre bien les leçons d'être dans un stade de foot. Henri IV, si tu savais, Ravaillac ou Hitler, au fond dans les poumons. C'est très joli, c'est très mélodieux. Quelle est la capitale de la France? Paris. Oh, Merci. C'était pour mes mots techniques, pour retenir. Oui, je vous en prie, merci. Merci pour cette continuité pédagogique. Ça va aller. Passons au vrai football. Djibril Cissé, l'ancien international français, a confié il y a quelques jours vouloir sortir de sa retraite pour parvenir à la barre symbolique des 100 buts inscrits en Ligue 1. Ouais, et ça fait bien plaisir. On espère que ça donnera la même idée, par exemple, à Olivier Giroud, de sortir lui aussi de sa retraite. Parce que... Non mais attendez, il est pas à la retraite, lui, je crois, il joue encore. On sent que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu un match de Chelsea, vous. De quoi? Oui, c'est la Par contre, Olivier Giroud, il est champion du monde de pardon, on entend mal avec le Skype. La dernière Coupe du Monde, il a gagné. On va enchaîner. People, dans Gala, on apprend que la fille de Brigitte Macron se lance à son tour dans l'enseignement. Ah bah, tu m'étonnes, à un moment, faut bien penser à se marier, hein. Magnifique. Ça, vraiment, là, on est vraiment dans l'après-MeToo, là, c'est fabuleux. Alors, musique. Dans Voici, on apprend que n'ayant plus de nouvelles de Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel lui a laissé un message très touchant. Ah bah, alors, pour une fois qu'il laisse un message très touchant à quelqu'un d'autre... Non, un message, pas un massage. Ah, pardon, autant pour moi. Archéologie maintenant. Les plus anciens vestiges d'Homo sapiens d'Europe ont été découverts en Bulgarie. Oui, apparemment, dans les jours qui suivent, ils vont essayer de vérifier si les femmes n'ont pas été victimes d'agressions sexuelles perpétrées à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing dans la fleur de l'âge. Ah, ça c'est MeToo, hein. Bam, direct. C'est totalement MeToo. Et je crains le pire, les brèves, bien sûr. Les brèves. À Saint-Pétersbourg, la police recherche une femme qui a étouffé la flamme éternelle commémorant les morts de la Seconde Guerre mondiale en tombant dessus car elle avait trop bu. Devait pas avoir bu tant que ça, sinon elle aurait explosé, évidemment. La dernière. Et la dernière dans l'Essonne, ivre virgule, un gardien d'école attaque des policiers à la hache après un contrôle pour tapage nocturne qui a dégénéré. Et je rappelle bien sûr les propos de Jean-Michel Blanquer. Il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école. Pas sûr en l'Essonne. Merci, Alex Vizorek. C'est cadeau. Alors, vous avez, Juliette Arnaud, entamé lundi la lecture de Nana, le roman d'Émile Zola, qui fait partie de la série Les Rougon-Macquart.
une série de 20 romans tout de même, les Rougon-Macquart. Hein. Prends ça, Netflix. Ici, dans Nana, nous sommes au 3e épisode de votre lecture, Juliette. Voilà, nous sommes très exactement au début du chapitre 8. On en est donc au milieu du roman, le moment où, et ce grand rusé de Zola le sait bien, il s'agit de ne pas mollir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il déconcerte son lecteur. Qu'est-ce qu'il lui fait à Nana? Rappelez-vous, elle vient de flanquer le comte Muffat à la porte à la fin du chapitre 7 et au début du 8, elle vit dans un 2 pièces miteux dans le populeux Montmartre avec un comédien du théâtre des variétés, un de ceux avec qui elle trompait le comte Muffat. Et Nana aime passionnément ce comédien. Passionnément et de manière monogame. Bon alors ça, dis donc, c'est pas banal, hein? Alors, pourquoi? Parce qu'il est beau? Oh ben non, vu que c'est un acteur comique. En gros, c'est l'équivalent pour notre époque d'un humoriste. Je ne mens pas, je vais vous faire la description qu'en fait Zola. Une tête de faune, un satire, suant le vice. C'est un comique d'un talent canaille et original, un mauvais camarade qui casse toujours du sucre sur la tête des autres. Aux répétitions, il semble soumettre à l'auteur des idées dont il doute lui-même et à la moindre objection, il se vexe et parle de rendre le rôle. Ouais, c'est ça, c'est un humoriste. Oh. Et c'est la page d'amour de Nana. Elle l'aime, il se laisse aimer, elle croque ses économies avec lui et quand elles sont croquées, qu'est-ce qu'il fait? L'acteur comique, il la bat. Toutes les qualités, décidément, ce type. Elle qui disait « Jamais on ne me battra, vois-tu, parce que je mangerai l'homme qui me toucherait », elle est battue copieusement et remplacée par une autre qui ne lui arrive pas à la cheville et flanquée à la rue. Et voilà notre Nana, oui, c'est ma Nana et bientôt ça sera la vôtre, qui avait été si proche des hauteurs, qui retourne à la rue littéralement, à devoir reprendre son métier de départ. La prostituée de rue a perdu de vue la cocotte millionnaire. Et je cite Zola. Soirée de pluie où les bottines s'éculaient, soirée chaude qui collait les corsages sur la peau, longue faction, promenade sans fin, bousculade et querelle, brutalité dernière d'un passant emmené dans quelques garnis borgnes et redescendant les marches grasses avec des jurons. On notera l'art de la cadence dans cette phrase nominale, on note, mais distraitement parce qu'on s'affole pour Nana. Et d'ailleurs, quand est-ce que Nana a cessé d'être un nom propre pour devenir un nom commun qui désigne n'importe quelle femme à notre siècle, qui semble être l'équivalent de mec, qui semble seulement parce que quand Zola rend ce surnom célèbre et que la rue se l'approprie au 19e, le nom commun Nana désigne très précisément la compagne du proxénète, du Julot, du Mal, de Fréhel et des chansons réalistes qui célèbrent les princesses de la rue. Ouais, au départ, une Nana, c'est une prostituée. Et puis c'est devenu toutes les femmes. Alors, je vais pas vous faire une thèse sur la misogynie de notre langue, mais 4 minutes sont écoulées. Une dernière chose, Nana va se refaire la fraise. Parce que Nana, elle sait bien que l'amour, ça n'existe pas. C'est une invention pour faire coucher les filles. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Zola, c'est Virginie Despentes. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. J'ai l'impression que vous lisez Despentes en même temps que Zola. C'est vrai. Mais ça marche très bien. Ça se répond, la transversalité des auteurs, enfin des grands auteurs. Et alors donc je note que le premier jour, quand on a illustré le thème de votre chronique Nana par un son sur les serviettes hygiéniques, il y avait un lien sémantique quand même. Et oui. Et ouais. Et mince, oui. Ça c'est fou. Ça, voilà, mais la prochaine fois que vous parlerez d'une fille en disant une nana, oubliez pas ce que ça veut dire au départ. Moi je ne parle jamais comme ça. Non, on dira une super nana. Super nana. Super nana. Super nana. Merci Thomas Croisière. Michel Jonas. Alors, autre forme de prose, celle qui est truffée d'argot aussi, pour nous envoyer un scud, une galette, mais plus rarement un tube. Et ça, aux grandes dames d'Alex, bien sûr. Ah non, alors là, je vais vous dire un tube, il sait pas ce que c'est. Il aurait fait un très mauvais plombier. Celui que les amateurs de Zola appellent la bête humaine du jukebox. Salut Chewbacca. Salut à tous. Alors voici plus de 20 ans que le reggae a trouvé une nouvelle caisse de résonance sous le soleil de Californie, avec les Groundation. Ces gars-là ont parfois réussi à voler la vedette aux artistes jamaïcains, c'est pas peu dire, donc je le dis. Nous sommes à la fin des années 90 de l'autre siècle, et Harrison Stafford, le chanteur et principal compositeur, monte ce groupe avec une paire d'amis.
Ces gars ont en commun d'avoir fait leurs études dans une université où l'on enseigne le jazz. Le jazz sous toutes ses coutures. Et il faut dire quand même, que dans la famille de Stafford, la note bleue est reine. Son père, son grand-père ont tâté du biniou et idolâtraient Miles Davis et consorts. Mais pendant ce temps, bien tapis dans l'ombre, le grand frère, lui, plongeait corps et âme dans le reggae et nourrissait les oreilles de son petit frangin. Stafford va donc se construire en équilibre, un pied sur chaque genre. Et pendant 20 piges, la voix parfaite, le groove inné de ce garçon va permettre au Groundation de faire le tour du monde. Mais bon, le Gus a le cerveau qui tricote en permanence. Il se sent vite à l'étroit. Il décide, par exemple, d'enseigner l'histoire du reggae dans cette même université où il avait posé ses fesses quelques années auparavant. Et les Jamaïcains, alors, lui donnent le surnom de professeur. Bon, il a frimé avec, mais j'aurais fait vraiment pareil. Donc, il multiplie les projets. Et lors d'une escapade en Israël et en Palestine, il s'aperçoit que le message de paix que véhicule le reggae n'est pas vraiment compris du côté de Ramallah. Le rastafarisme fait souvent référence à des textes bibliques, comme l'exode de Babylone ou la destruction du temple de Jérusalem. La communauté rasta trouve là une sorte d'écho pour le peuple africain, exilé et réduit à l'esclavage. C'est lors d'une discussion avec un poète local que Stafford se rend compte que dans les territoires occupés, certains considèrent le reggae comme étant une musique sioniste. Bon, quand on en est là, on n'est pas sorti de l'auberge, et comme un disque vaut souvent mieux qu'un long discours, il sort alors un album, Madness, qui a pour but de jeter les ponts entre les deux peuples. Le reggae redevient alors l'étendard d'une sorte de fraternité. Mais le gars, il est toujours pas disposé à se la couler douce. Et il y a 3 ans, il décide de repartir à 0. Il va chercher dans cette université, la Sanoma, dont je vous parle depuis tout à l'heure, un vivier de jeunes musiciens qui vont incorporer ce nouveau Groundation sous le nom de The Next Generation. Et avant de sortir un album live le mois prochain, avec ses jeunes pousses, il vient de ressortir un titre de ce projet façon montée de sève, Lion in Man. You must be at peace with intent and surety to stamp out doubt and insecurity. You put the lion
surety to stomp out doubt and insecurity. To put the Merci Djoubaka pour ce choix musical et la chronique qui va avec. Alex, qui est là autour de Djoubaka ? Eh ben, nous avons déjà entendu les plus déconfinés dans leur tête, que sont Juliette Arnaud et Émeric Lomprey, mais pas encore les confinés du cinéma et de la philo. Isabelle Sorante et Thomas Croisière arrivent. Mais avant cela, c'est au tour du Sergueï Boubka de l'interview, puisqu'il tend sa perche dans les rues de Paris. C'est Guillaume Meurice. Eh oui, 3e jour du monde d'après, les amis. Toujours des surprises. Je trouve que les Français se révèlent vraiment pendant ce déconfinement. Il y a des personnalités d'abord. Bon, il y a eu la formidable tribune de Nicolas Hulot qui m'a foutu les poils. Le moment où il dit « il faudrait qu'on soit plus gentils les uns avec les autres », ça m'a fait chialer. Et encore plus quand Marion Cotillard a réagi en disant « oui, mais attention, les pandas, c'est quand même mignon ». Oh, c'était beau avant de sortir de son sac Dior à Manifeste pour la décroissance. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'émotions. C'est ça qu'ils veulent pas piger, les pauvres qui font la queue chez Zara, qui m'énervent là. Ils sont complètement inconscients. Il y a plein de places chez Chanel en plus. Ça circule vachement mieux. Il faut se calmer. En plus, chez Chanel, on peut croiser Juliette Binoche. Moi, la dernière fois, elle m'a dit fais gaffe à Elon Musk. Il essaie de nous refiler le cancer en passant par le Wi-Fi. Bon, je te laisse, je vais acheter un chapeau en aluminium et des huiles essentielles anti-tuberculose. Bref, il y a vraiment des belles personnes qui sont apparues pendant ce confinement et déconfinement. Il y a des politiques aussi. Il y a Anne Hidalgo, qui est toujours en tête des personnalités préférées des Français par Cauchemar de Taxi Magazine. D'ailleurs, en parlant de Français et d'Hidalgo, j'en ai rencontré un qui comprenait pas les résultats du premier tour de l'élection des municipales à Paris. Le Français n'est pas débile, hein. Je pense pas. Bien qu'ils sont maso. Le Français est pas débile, mais maso ? Ils aiment ça quand ça va mal. Et est-ce que vous préférez avoir le Covid ou que Anne Hidalgo elle soit élue présidente de la République en 2022 ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, faut choisir, obligatoirement. Je préfère peut-être avoir le Covid, on a une chance de s'en sortir. Voilà, c'est un avis mesuré. Oui. Mais ouais, moi j'aime bien le français quand il a le sens de la nuance. Moi je suis pareil, je suis français, j'ai le sens de la nuance. Alors je le prends pas toujours avec moi, c'est pour ça que vous vous en rendez pas forcément compte tout le temps. Mais je vous rappelle que Guillaume Meurice en bourguignon, ça veut dire mesure et diplomatie. Coïncidence ? Je ne pense pas, non. Alors, le français est maso, mais qu'est-ce qu'il a d'autre, le français ? Les Français, ils sont un peu cons sur les bords, parce que c'est des râleurs. Ils râlent, ils votent pour la personne, et 2 mois après, ils disent « Oh merde, qu'est-ce qu'on est con d'avoir voté pour eux ?» Mais est-ce que vous êtes français ? À 100%. Donc vous êtes à 100% con ? Oh oui. Voilà. Non, mais ça, moi j'aime bien comme ça, c'est clair. Ça c'est de la lucidité. C'est vrai que ça irait plus vite si tout le monde était comme ça. Vous imaginez Castaner avant chaque discours ? Bon alors attendez, avant toute chose, attention, je vais dire des trucs, mais je suis complètement con. Ça détendrait tout le monde. Puis on serait moins surpris au final. Le français il est con, donc il est maso, il est con, mais il est aussi râleur donc. Tout le monde râle. Moi, il lui parle du vélo, on parle des trucs comme ça. Attendez, excusez-moi. Quand il pleut, quand il neige ou quoi, que les enfants, les parents avec les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai l'impression que vous râlez contre les gens qui râlent. C'est pas qu'ils râlent, c'est des constats. Je râle pas, c'est un constat. J'ai l'impression que vous râlez quand même là. Je râle bien sûr. C'est le même principe, hein. On est français, si on peut pas râler contre les gens qui râlent, qu'est-ce qu'on va foutre de nos journées ? C'est 95% de notre temps de vie de faire ça. Si vous interdisez les gens qui gueulent contre les gens qui gueulent, qu'est-ce qu'on va foutre dans les embouteillages ? Merde ! Notre art de vivre est classé à l'UNESCO, je vous rappelle. Excusez-moi, ça me fait râler même. Alors il n'y a pas que les Français qui râlent non plus. Il y en a des Français, il faut être honnête avec ça, qui ont adoré la façon de gérer la crise par le gouvernement. Je pense que c'est une réussite. Hein. Vous êtes plutôt satisfait de la gestion du gouvernement, de cette crise ? Pour moi, ils ont été géniaux. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas menti sur les masques quand même ? Non, ils ont été obligés de faire avec. C'est pas du mensonge. Il n'y avait pas de masque. Il fallait passer la pilule. Dire par exemple que c'était inutile. Même si c'est un mensonge ? Même si c'est un mensonge. Donc ils ont menti un peu alors quand même ? Un peu beaucoup même. Oui, voilà, un petit peu beaucoup. Ils ont menti un peu beaucoup, mais c'est pour notre bien. Et c'est ça que les Français n'ont pas compris. C'est comme vous, quand vous êtes petit, on vous dit que si vous êtes sage, vous aurez des cadeaux, mais c'est pour votre bien, quoi. C'est comme Alex, quand je lui dis, mais si, la Belgique, elle gagnera la Coupe du Monde un jour. Oh, je lui mens, mais c'est pour son bien. Parce que parfois, la vérité, elle est vraiment trop cruelle. Donc, ce gouvernement, il a menti, mais il s'est obligé. Il n'y a pas de solution. Mais ça veut dire que vous faites confiance au gouvernement, même s'il ment ? On est obligé de faire confiance. Est-ce que ça, c'est pas un problème alors ? Et que voulez-vous, c'est tout. Hein. Ils nous ont menti.
Mais là, est-ce qu'ils sont encore en train de mentir? Mais non. Non, là, non. Non, là, c'est fini. C'était le dernier mensonge. Enfin, à moins que ça soit aussi un mensonge. Mais bon, c'est le principe de Pinocchio, hein, dont le rôle sera repris, d'ailleurs, je le signale, au Théâtre du Châtelet par Sibeth Ndiaye à la rentrée. Oui, j'ai appris ça. Une marionnette qui utilise sa langue de bois pour mentir, elle n'a pas eu trop à se forcer pour le casting, hein, si vous voulez. Allez, il est temps de conclure avec ce qui fait quand même la beauté du monde d'après. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que Roselyne Bachelot, maintenant, on est en train de l'inviter sur tous les plateaux. Oui, c'est le retour de Roselyne Bachelot. Voilà, et ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça la beauté du monde d'après, c'est le retour de Roselyne Bachelot sur tous les plateaux télé pour nous expliquer qu'elle avait bien fait d'acheter des vaccins qui servaient à personne et de péter l'hôpital public qui servait à tout le monde. Et finalement, le monde d'après, ça ressemble quand même vachement au monde, pas d'hier, mais d'avant-hier. Merci Guillaume Meurice. Dites-moi, vous avez mis combien de masques sur votre bouche? Parce qu'on vous entend comme ça. J'ai un masque très efficace. C'est un seul, hein? Ah oui, c'est un seul, mais il est efficace, le mien. Il est bien. D'accord, très bien. Et les gens que vous croisez, ils avaient quasiment tous des masques ou pas? Je dirais pas quasiment tous, on va dire bien 3/4 quand même, là, maintenant, oui. Oui, pas mal. Merci pour cette remontée de terrain. Je vous en prie. Un rétex, un retour d'expérience. Oui. Et voici la série d'exercices la plus attendue par la nation apprenante, parce que ce sont les seuls exercices qui donnent plus de travail aux profs pour les écrire qu'aux élèves pour y répondre. Allons-y, Alex. Eh bien, je commence un exercice expression française. Alors, je vous donne 4 expressions et une seule s'avère être une expression correcte. Il ne se mouche pas avec le dos de la cuillère. Pierre qui roule n'amasse pas mouche. Il ne se mouche pas du coude. Il ne se mouche pas en respectant les gestes barrières. Merci Alex. Attention. À mon tour, des mathématiques. Aide Jean-Michel Blanquer à résoudre un gros problème. Chacun aura noté qu'il faut 4 mètres carrés par élève dans les classes. Et en admettant qu'une famille française compte 2,5 enfants en moyenne, à partir de quelle taille d'appartement les enfants seront plus en sécurité à l'école que s'ils restent chez eux? Oh là, c'est balèze ça. Même Blanquer, il va pas savoir répondre à ça. Et le correctif sera sur le corrigé, pardon. Ouais. Que tu peux corriger toi-même, hein, donc c'est un corrigé correctif. Ce sera sur la page Facebook de l'émission et sur franceinter.fr, ainsi que la réponse à l'exercice de Guillaume qu'on écoute. Oui, alors il y a 14 cas de Covid à la Maison-Blanche, la résidence officielle du président américain. Mais évidemment, il faut aussi protéger le président français et envoyer le service sanitaire à la bonne adresse. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle est la résidence principale d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est la Rotonde, au 105 boulevard du Montparnasse à Paris? Est-ce que c'est la Villa Monet-Jean, avenue Saint-Jean au Touquet? Est-ce que c'est l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré? Ou est-ce que c'est BFM TV, aux 2 rues du Général Alain de Boissieu, à Paris? Pas facile. Merci Guillaume. Je vous en prie. La résidence officielle de plusieurs de nos chroniqueuses, c'est là où se trouve leur bibliothèque. Mais oui, alors parfois elle remplit nos bibliothèques avec ses livres et parfois elle prend dans sa bibliothèque des livres de philosophie qu'elle nous explique. Bonjour Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Guillaume, bonjour les amis. Aujourd'hui, l'invité de cette chronique est philosophe au sens antique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas nécessairement professeur de philosophie, mais qui aime assez la sagesse pour la vivre au quotidien, pour la vivre radicalement. Je vous présente une activiste de la philosophie, une théoricienne aussi hérétique que brillante. Voici Starhawk, sorcière écoféministe. Oui, je vous entends déjà me dire que Starhawk n'est pas au programme de philosophie du bac cette année, que je vais égarer nos éditeurs. Je prends ce risque parce que je pense réellement que Starhawk est une des plus grandes philosophes contemporaines. Mais revenons aux origines. Préquel, origine de cette chronique, c'était l'envie de parler d'une femme philosophe. Alors, je regarde la liste des auteurs au programme de philosophie du baccalauréat et je lis la liste qui commence évidemment par les pères fondateurs, Platon, Aristote, je continue, Zhuangzi, Épicure, Cicéron, Lucrèce, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, Nagarjuna, Sextus Empiricus, Plotin, Plotin, la conception de l'âme de Plotin, Augustin, Avicenne, Anselme, Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin, Guillaume d'Occam.
Je continue. Machiavel, Le Prince, Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Locke, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Vico, Berkeley, Montesquieu, Hume, Rousseau, Diderot, Condillac. Je ne continue pas. Vous avez compris où je voulais en venir. Parmi cette liste prestigieuse de penseurs, les femmes n'arrivent qu'au XXe siècle. Il y en a 6 en tout, parmi lesquelles Hannah Arendt, Simone Weil et Simone de Beauvoir, mais pas Starhawk, sorcière, écoféministe. Alors, est-ce que l'arrivée tardive des femmes sur cette liste, un peu comme celle de l'humanité dans l'histoire de la vie sur Terre, signifie que les femmes ont commencé à penser au XXe siècle? Oui, Alex. Je vous entends déjà. Mais au risque de décevoir nos auditeurs misogynes, dont je respecte profondément la vulnérabilité à fleur de peau, l'arrivée tardive de noms féminins sur cette liste prestigieuse signifie simplement que la liste n'est pas exhaustive. Ou plutôt que les femmes ont souvent été des philosophes au sens antique du terme, vivant passionnément leur amour de la sagesse sans laisser d'empreinte écrite, comme un feu qui brûle sans laisser de traces. À propos de feu, Starhawk, dans Révèle obscur, un de ses ouvrages majeurs, ne se prive pas de remarquer que 2 siècles et demi de chasse aux sorcières ont largement contribué à effacer les noms féminins de la liste des pères de la pensée. Mais terminons ce préambule et venons-en à l'obscur. Starhawk, de son vrai nom, Myriam Simos, croit au pouvoir des mots, à leur charge émotionnelle. Elle croit au pouvoir des visions et des rêves. Pourtant, elle est loin d'être une contemplative. Née en 1951, elle a commencé par être une figure du mouvement altermondialiste. Elle participe au Forum social de Porto Alegre, aux manifestations contre l'OMC à Seattle. Chaque fois, elle invente des rituels. C'est avec des chants et des cérémonies qu'elle réussit à faire échouer l'ouverture d'une centrale nucléaire à Diablo Canyon. Comme Hannah Arendt, Starhawk se bat contre le langage technocratique, mais avec d'autres armes. Ainsi, écrit-elle, « Dès que nous choisissons des noms qui font que les choses ont l'air agréables, acceptables, admirables, respectables, académiquement solides, scientifiques, nous sommes presque toujours en train de replacer la chose que nous nommons dans le contexte de la mise à distance et de lui enlever son pouvoir en diminuant le nôtre, en nous aliénant à nouveau. » Comment mettre en œuvre la magie du langage? C'est ce que nous verrons vendredi dans notre prochaine chronique de philosophie hérétique, toujours en compagnie de Starhawk. Ah, chouette. Merci Isabelle Sorante. C'est pour beaucoup d'entre nous une découverte donc. D'ailleurs, je vous vois sur vos écrans, vos iPads, vos tablettes. Cherchez Starhawk, S-T-A-R-H-A-W-K. Non, moi je tapais tous les garçons qui ont réfléchi avant pour voir qu'enfin, elle a pu ouvrir sa porte de réflexion grâce à tous ces hommes qui l'ont précédée. Mais bon, ça évidemment, l'admettre, ça ferait mal au cul, ça, évidemment. Comme ça permettait de mettre le mot cul après la chronique de philosophie d'Isabelle Sorante, et c'est toujours un petit plus dans l'émission, c'est sûr. Et le silence après une blague misogyne d'Alex Vizorek, c'est aussi du Juliette Arnaud. On vient de s'étouffer avec son thé. Je viens de m'étrangler. En tout cas, on a envie d'en savoir plus, Isabelle Sorante, et on vous retrouve avec joie vendredi. Allez, musique. Aux sources de la Loue, je ne sais quoi j'attendais. Sans doute le début du monde. Troubadour évassé, je ne sais quelle mélodie Solon. Comme se levait l'aurore sur la bas des écrins, dans sa robe de safran. Je t'en donne ma main au ciel encore étoilé, j'entends. Oh vous, si je m'attendais, cher vous, amour je suis venu pour toi, bonjour toi. Jurant par Périclès dans le fond du jardin, en demandant l'addition. Chaque soir aux pyramides, quand chantonne Francky, je t'attends. Rêvant vers les marmottes comme il est interdit, quelque part à Saint-Tropez, nu au bain de minuit, sortant de la flotte qui m'a dit: oh
je suis venu pour toi. Qu'il est bon de t'aimer au cœur des nuits d'été. Voudrais-tu me dire ton nom? Je cherche ton secret au cours des longues nuits. Au fond, plongeons dans la rivière, miroite le désir. Quelle belle et bonne vie. Chaque nuit sous la neige, couronnée d'or, mamie me dit: oh vous, si je m'attendais, cher vous, amour, je suis venu pour toi. Murat, si je m'attendais, c'est un nouveau titre de Murat, playlist France Inter, playlist Libé, playlist Télérama. J'espère que vous avez profité de ce moment délicat, léger, suspendu, parce qu'il y a des jours où dans cette émission, malgré la distance, ça sent le vestiaire. Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, vous l'entendez, vous, à l'antenne. Juliette et moi, on le subit hors antenne. Courage les filles, voici le making-of. Bon, Racing Club de Lens champion, Émeric. Ouais. Putain. Pas champion, en Ligue 1. Santé, Ouais, bonheur. bon, et au Racing Club de Lens. Au Racing Club de Lens. Il faut une pandémie pour que vous remontiez en Ligue 1. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Mais tu sais bien que je préfère les sang et or. Allez, les sang et or, vous êtes les plus forts. Marquez, marquez, les sang et or, vous êtes les plus forts. Au Racing Club de Lens. Au Racing Club de Lens. Si t'es fier d'être à Lens, soit tape dans tes mains. Si t'es fier d'être à Lens, soit tape dans tes mains. Si t'es fier d'être à Lens, soit, si t'es fier d'être à Lens, soit, si t'es fier d'être à Lens, soit tape dans tes mains. François, on peut démarrer? On entendait la voix de Ramzi Assadi à la fin, qui a une patience d'ange. Supporter de Lille, sans doute. Voilà, donc faut s'imaginer qu'à l'heure où on enregistre, c'est parfois un petit peu l'heure de l'apéro. Chose qui arrive. Parfois. Allez, passons au dessin à présent. Pour la réouverture des classes, l'Éducation nationale a pondu un protocole sanitaire de 54 pages, un ouvrage aussi passionnant à lire que la notice explicative d'une pompe à chaleur. Alors, pour encourager les enseignants à le lire, dessine une couverture attrayante pour faire de ce protocole sanitaire de l'Éducation nationale un joli document administratif. Voilà, poste la couverture sur Twitter, #parjupidémie, avant demain, 14h30. Alors, celui que vous avez entendu tout à l'heure avec Émeric Lompré rendre hommage au Racing Club de Lens, Thomas Croisière. Hier, vous nous parliez de Sylvester Stallone. Aujourd'hui, c'est Isao Takahata. J'ai l'impression que c'est un petit peu la douche écossaise, votre chronique. Comme cette émission. Confiné volontaire avec mes deux voisins de Chambray, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Mes voisins les Yamada, de Isao Takahata. Cofondateur avec Miyazaki du studio Ghibli, Takahata est connu chez vos voisins les Croisières. Je connais des films de Isao Takahata, Le tombeau des Lucioles par exemple. C'est dans une autre chronique, ce dont je vous parlais là, les sortes de rats là avec leurs coups de trampoline. Une fois encore, ce ne sont pas des rats, mais des blaireaux dans Pompoko, son film précédent. Takahata est connu comme le réalisateur qui ne dessine pas. Et c'est son choix graphique, pourtant tamponné Ghibli, qui surprit d'abord mes enfants. Le dessin, je trouvais que c'était pas du tout pareil comme Princesse Mononoke, Le tombeau des Lucioles. Parce que leur tronche était très, très bizarre. Un trait proche de la caricature nommée SD pour super déformé et qui fait que les personnages ont la tête plus grosse que le corps, comme au bon vieux temps du collège Foufoufou ou de Pablo Mira. Le scénario est lui adapté de la BD éponyme d'Isaichi Ishii qui, comme Snoopy ou Calvin et Hobbes, propose des histoires en 4 cases, mais ici pas de baron noir ni de planète Zorg. En fait, ça raconte une maman et un père qui ont
Un fils et une petite fille qui... ça raconte un petit peu leur vie, quoi. Matsuko, Takashi, Noburo, Nonoko, sans oublier Shige, la mamie qui, comme souvent au Japon, partage leur toit. Moi, mon personnage préféré, c'était la grand-mère. Parce qu'elle fait plein de choses, plein de blagues pourries et qu'elle a beaucoup d'humour noir. Takahata est un réalisateur naturaliste qui, grâce à ses Simpsons sauce soja, décrit la réalité des familles japonaises de la fin du XXe siècle avec des anecdotes tirées d'un quotidien connu de tous. Où est passée la télécommande? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou pour Juliette, qu'est-ce qu'il reste à boire? Il précise par ailleurs, cette vérité est commune à beaucoup de gens, moi y compris. De plus, constater que nous sommes tous pareils, que nous vivons tous les mêmes choses, nous rassure. Et en ce moment, on a bien besoin d'être rassuré et de rigoler aussi. J'ai trouvé que c'était drôle, comme par exemple une blague. Alors le père il rentre du travail comme ça, tout fatigué. Et là, la femme elle dit « T'as le parapluie ?» Et là, le mari il dit « Non mais c'est tout ce que tu trouves à me dire quand je rentre du travail. » Et là, elle dit « Bon ok, je recommence. Ça va, pas trop fatigué? T'as le parapluie ?» C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Pour raconter cette histoire, Jean-Marie Bigard aurait sans doute été plus efficace. Mon aîné, lui, a prêté davantage d'attention à la poésie. Il y avait quand même des poèmes à chaque début. Il y avait des extraits de poèmes. Mais c'était pas du tout poétique quand on voyait les Yamada. Chaque scénette s'ouvre par un haïku, ces poésies japonaises en 17 syllabes et 3 vers qui mélangent modestie, sérénité, beauté, harmonie et équilibre entre éternité et éphémère. Mes voisins les Yamada fut un échec et il fallut attendre 15 ans avant de voir le dernier film de Takahata, l'aboutissement de 50 ans de création, le sublimement triste conte de la princesse Kaguya. Avant de mourir, en 2018, peut-être s'est-il remémoré ce haïku du maître Matsuo Basho. Malade en chemin, en rêve encore, je parcours la lande desséchée. Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston. Les enfants font toujours l'école à la maison avec vous, Thomas Croisière. Donc il y a un film tous les jours que vous nous faites partager. Et pendant l'année, alors comment vous faites? Vous montrez à quelle fréquence des films à Alfred et Gaston? Si vous étiez un petit peu attentive à l'émission que nous faisons ensemble quand elle s'appelle Par Jupiter, ça s'appelle la séance du dimanche soir, donc c'est tous les dimanches soirs à la maison. Mais moi je le sais, c'était pour que les auditeurs y sachent. Ah, vous êtes fourbe. Bah non. Et donc hâte de revenir au dimanche soir aussi. Très bien. Thomas Croisière, merci. Et merci les amis, les tauliers de notre établissement, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. On vous retrouve tous les 4 demain? Mais bien complètement, sûr, tout à fait. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Isabelle Sorante, Djoubaka et merci Émeric Lompré. Et de rien, c'était une super émission. Merci, grâce à vous. Grâce à toi. Et merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, assisté de notre stagiaire Kélian Yousfi, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination Ramzi Assadi, à la technique aujourd'hui les camarades Pauline Laverdure et Julien Michel. Vive les 100 km, les 4 mètres carrés, la jauge de 10 personnes. Et voici le mot de la fin, consacré au désagrément des masques grand public. Ça glisse, ça remonte, ça redescend, ça se dilate. Vous me direz peut-être que c'est compliqué, je répondrai, c'est pas le truc de tout le monde. Par Damien Chazelle, lauréat d'un Oscar pour La La Land. Vie Eddie, une nouvelle mini-série Netflix. La menace.